2025, oui, nous sommes en 2025 et cette année a été proclamée par l'ONU Année internationale des coopératives. Donc c'est un signal fort à un moment où, on le sait, les défis socio-économiques et environnementaux s'accélèrent. Dans le secteur du logement social, le modèle coopératif suscite un intérêt croissant, vous allez le voir. Gouvernance démocratique, ancrage local, répartition équitable des richesses, autant de leviers pour répondre aux attentes des habitants et des territoires. Mais quels sont réellement les atouts concrets des coopératives HLM? Quels freins doivent-elles encore dépasser? Comment imaginer leur avenir dans un paysage en pleine discussion? On va en discuter avec nos 4 invités qui sont vraiment engagés au cœur de ces transformations, avec donc Sophia Manséry, présidente de Gennevilliers Habitat, Cécile Hagman, directrice générale de la coopérative foncière francilienne, Anne Mollet, directrice générale de Solidarité Nouvelle pour le Logement, SNL, et Marie-Noëlle Hinman, présidente de la Fédération des COP HLM. Bonjour à toutes les 4. On va commencer avec vous, Sophia Manséry. Gennevilliers Habitat a fait le choix en 2018 de se transformer en coopérative HLM. Qu'est-ce qui a motivé ce tournant stratégique, on va dire ? Alors, Gennevilliers Habitat, pour Gennevilliers Habitat, mais comme pour d'autres bailleurs sociaux locatifs, bien en fait, le passage en coopérative, c'était pour un motif très terre à terre, qui était d'échapper aux conséquences de la loi Elan de 2017, qui imposait le regroupement des OPH dont le nombre de logements était inférieur à 12 000. Donc en fait, à partir de 2018, j'étais pas encore présidente à l'époque, moi je suis présidente depuis 2020. Toute une réflexion s'est engagée, ça a été mis en œuvre à partir du 1er janvier 2020 pour faire 2 choses. La première, c'est effectivement passer sous le statut coopératif et se regrouper avec d'autres bailleurs avec les mêmes enjeux et la même qui étaient sous la même menace pour pouvoir passer ce seuil très confortablement, oui, ce seuil des 12 000 logements. Donc pour nous, le statut coopératif, ça a été d'abord une bouée de sauvetage. Voilà, on s'est dit, qu'est-ce qu'on cherche pour sortir de cette menace-là parce que pour nous, le regroupement des OPH sous une autorité qui ne serait pas la nôtre, c'est aussi perdre le lien aux habitants, c'est perdre son autonomie de gestion et c'est devoir mettre en œuvre des choix. Déjà qu'on met en œuvre des choix parfois de réglementation nationale qu'on n'a pas très envie de mettre en œuvre. Mais là, en plus d'avoir finalement une perte d'autonomie sur la gestion de nos organismes et sur les choix qu'on décide de mettre en place pour nos locataires. Donc ça a été vraiment la bouée de sauvetage. Et ensuite, on s'est mis avec d'autres bailleurs dans le cadre de la société de coordination Cap Habitat. Et là, sur la société de coordination Cap Habitat. Vous êtes 7, c'est ça? Aujourd'hui, nous sommes 7. Nous avons démarré 5, maintenant nous sommes 7. Il y a 2 choses qui étaient importantes. Bon, la première, passer ce seuil des 12 000. Et ensuite, on a cherché à la fois une communauté, une cohérence territoriale, on va dire. Donc c'est l'Île-de-France, c'est ça Cap Habitat en Île-de-France. Avec en gros un pôle Île-de-France un peu nord et un pôle Île-de-France un peu sud. Et une communauté de valeurs aussi. Donc c'est pour le coup Cap Habitat aujourd'hui, ce sont des municipalités qui penchent plutôt à gauche parce qu'à un moment c'est quand même un projet commun. Qu'est-ce qu'on veut pour nos locataires en termes aussi en tant qu'acteur social, acteur de leur quotidien et en termes aussi d'acceptation ou non de ce qu'on demande aux bailleurs sociaux aujourd'hui. Et donc à Cap Habitat aujourd'hui, c'est à la fois une communauté, on va dire, de gestion sur les compétences obligatoires. Mais c'est aussi un bel outil de parangonnage, donc partage de bonnes pratiques, assistance les uns aux autres pour essayer de partager les choses qui fonctionnent chez les uns pour que les autres puissent aussi le mettre en œuvre chez eux. Et c'est aussi une structure qui se veut militante aussi, parce que voilà, on est des bailleurs de gauche, on est des bailleurs qui défendent le logement social et le logement social pour les populations qui en ont vraiment besoin. Et
donc il y a aussi ce souhait de se positionner. C'est ce qu'on fait à travers des expressions, c'est ce qu'on fait à travers des démarches communes de défense du logement social, de se poser en tant qu'organisme qui se pose vraiment comme un acteur du logement social, comme un pilier de la cohésion sociale et logement social et logement public surtout. Et vos locataires, du coup, comment ils perçoivent et comment ils participent également à ce modèle coopératif ? Alors il y a ce qui est proposé par le modèle coopératif, qui est l'inclusion des locataires dans les instances de décision au niveau de l'Assemblée générale. Donc en fait ça c'est vraiment la base de base en fait qu'on propose. Mais aujourd'hui les choses à mon sens elles se jouent pas à l'Assemblée générale. Ou sinon il faut choisir ce qu'on fait de l'Assemblée générale. Pour vous donner un exemple, une Assemblée générale normalement c'est quelque chose. Voilà, on arrive, on lit les comptes, on vote et on s'en va. Et nous on a décidé de faire de l'Assemblée générale un moment où on va vraiment détailler nos engagements, détailler notre rapport de gestion et expliquer pourquoi on a fait tel ou tel choix, expliquer les difficultés. Et finalement, pour nous, l'Assemblée générale, c'est un moment aussi de formation de nos locataires. Parce que le logement social, encore une fois, on pourrait se dire c'est le logement, il y a un rapport de prestataire de services, enfin de logeurs, donc un rapport qu'on pourrait limite qualifié de marchand en fait entre le bailleur et le locataire, mais dans le cadre du logement social, le fait d'avoir les outils coopératifs, ça permet d'essayer de trouver des moyens de réengager en fait les locataires, mais comme nos salariés aussi, qui sont parfois aussi nos locataires d'ailleurs, mais locataires et salariés, autour de cet objet particulier qui est un organisme de logement social qui est engagé dans la cause du logement social. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se dire que le logement social, c'est pas évident pour tout le monde en fait. Le logement social, c'est un truc bizarre où quand même les pouvoirs publics et certains organismes s'engagent pour faire en sorte que le logement soit un outil de réponse aux besoins et ne soit pas soumis au marché et à la spéculation. Et les bailleurs sociaux, enfin, en tout cas nous chez Cap Habitat, c'est un positionnement qu'on veut vraiment défendre. Et aujourd'hui, vu que la vie est de plus en plus dure, il y a aussi cette tentation idéologique, mais même des locataires, de se dire je vais m'accrocher à la qualité de service, à des choses qu'il faut tenir, mais à un moment de se dire le sujet, c'est déjà le maintien des gens dans le logement social en garantissant son existence. Et pour ça, c'est rappeler toujours qu'il y a vraiment des grands enjeux qui ensuite vont découler sur les petits enjeux du quotidien. Et si les grands enjeux, on s'en saisit pas, et s'ils s'en saisissent pas avec nous, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans des villes qui vont décider de ne pas soutenir le logement social, et le logement social, il y en a moins. Et quand il y en a moins, on ne peut pas loger les gens. Très bien. Cécile Hagman, la coopérative foncière francilienne a été pionnière, il me semble, en développant le bail réel solidaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ce dispositif a changé à l'accès à la propriété pour les ménages modestes ? Oui, bonjour. Donc, le bail réel solidaire, la Coop Foncière fait partie des pionniers, mais on n'est pas pionnière. Il y en a dans la salle, donc je ne voudrais pas leur piquer la primauté. Non, le bail réel solidaire, ça a permis de répondre à un moment à des questions, à plusieurs questions en fait, que se posaient d'un côté les opérateurs historiques de l'accession sociale à la propriété, que sont les coopératives HLM et plus largement les organismes HLM, et qui était un problème très, très basique, c'est qu'on n'arrivait plus à résoudre l'équation financière, on ne savait plus produire des logements dans les prix des prix plafonds de vente avec les conditions économiques d'accès au foncier et des coûts de construction. Et le BRS, en fait, est venu apporter, à travers ce mécanisme de dissociation des bilans économiques, cette capacité à se redonner un peu d'air et à reproposer des logements à des prix abordables aux ménages en demande de parcours résidentiel. Et la deuxième question qui a été posée, c'était la question de la spéculation. C'est-à-dire, finalement, quand on finance, quand on accompagne les produits d'accession sociale à la propriété, qu'on autorise à travers de l'investissement public des ménages en fait, à pouvoir poursuivre ce parcours et qui est vraiment une mission importante aussi des organismes et une mission aussi publique, finalement on avait un peu un effet retour qui était que le premier ménage bénéficiait à plein de cet effort collectif
et qu'au moment de la revente, ils pouvaient assez facilement faire des bascules et remettre finalement le marché le logement dans le marché spéculatif. Et donc le BRS est venu et encadrer ces dynamiques spéculatives et proposer un système et un modèle économique qui leur permettait de produire des logements à prix abordable. Et on a rajouté, je trouve, et ça fait peut-être écho à ce que disait Mme Anseri avant, on a rajouté en plus cette notion de solidarité qui fait que le ménage qui acquiert ce logement contribue et accepte de participer à cette mécanique solidaire. C'est-à-dire qu'il a bénéficié d'un avantage et il s'engage à en faire bénéficier le prochain, ce qui n'était pas forcément induit par les autres dispositifs d'accession sociale à la propriété. Et votre coopérative, en fait, elle rassemble les opérateurs HLM, c'est ça, les collectivités, les habitants. Comment cette gouvernance partagée, du coup, se traduit-elle concrètement dans vos projets ? Effectivement, la force de notre OFS, il y a beaucoup d'OFS en France. Nous, on a un OFS coopératif et on croit que la force de notre modèle de coopératif, c'est justement de mettre autour de la table l'intégralité des parties prenantes. Que ce soit effectivement les opérateurs HLM qui sont intéressés à la production, à la commercialisation des logements, les collectivités qui sont intéressées à la production d'un parc de logements antispéculatifs sur leur territoire, et puis bien sûr les habitants qui, eux, sont intéressés à se loger et à pouvoir construire leur vie de famille ou leur vie dans le logement. Nous, on considère que cette dynamique coopérative, elle peut pas être juste d'affichage. Effectivement, on fait aussi en sorte que nos assemblées générales soient plus explicatives, plus détaillées. On essaye d'amener les habitants à se saisir de ces outils-là, ce qui n'est pas forcément tout à fait évident, hein, mais donc c'est un travail d'aller vers qu'on est en train de mener. Et on est à l'écoute aussi de ce que nous disent tant les collectivités que les habitants que les opérateurs sur finalement qu'est-ce que sont leurs attendus. On voit bien que les collectivités, elles ont des attentes de qualité, elles ont des attentes de production, de répondre à la demande locale. Et donc, il faut que nous, à travers notre production, on fasse l'effort de répondre à ces besoins. Puis les habitants, eux, quand ils vivent dans les logements, ils sont à la fois en attente d'un accompagnement, d'une sécurisation, de mieux comprendre, peut-être que nous, dans notre acte de construire côté organisme HLM, on puisse anticiper mieux les charges de copropriété. Ça réinterroge les collectivités sur comment elles construisent la ville et comment on construit les produits immobiliers. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est finalement de remettre en dialogue toutes ces parties prenantes, non pas que pour que l'OFS que nous sommes apporte une réponse, mais aussi pour que chacun puisse s'entendre et puisse re-questionner ses propres pratiques. En quelques mots, pour revenir sur le BRS, est-ce qu'aujourd'hui, les freins rencontrés, on peut les dépasser et déployer encore davantage le modèle du BRS sur le territoire francilien ? Oui, alors sur le territoire francilien, les freins sont... Quels sont-ils, quoi ? Oui, en fait, j'étais en train de dire, sinon, quels sont les freins au développement du BRS ? Bon, les freins, c'est la capacité à faire, la capacité à produire. Et en fait, c'est beaucoup des freins d'avoir des capacités d'accéder au financement, au foncier, bien sûr, qui est très disputé. On a beaucoup besoin de produire. Après, on est dans un moment où on a quand même un secteur de l'immobilier qui est un peu à l'arrêt, et donc qui laisse aussi beaucoup de place au BRS. Mais, donc, on a besoin d'avoir des collectivités qui se saisissent du sujet et qui orientent vers le BRS, qui flèchent vers le BRS comme un outil complémentaire à la production de logements locatifs sociaux, parce qu'on est aussi très attentifs, nous, à la COP foncière, à ce que ce soit bien l'un plus l'autre et pas l'un à la place de l'autre. Hein. On ne répond pas du tout aux mêmes besoins. Tout à l'heure, vous parliez de ménages modestes. Nous, on considère qu'en BRS, on ne répond pas aux besoins des ménages modestes. Ça, c'est le locatif social. Nous, c'est revenu moyen, hein, plus exactement. Donc, les freins, c'est d'avoir effectivement des fléchages, des accompagnements sur le foncier, mais on est très accompagné par les collectivités, par les aménageurs, par l'établissement public foncier. Et puis, c'est d'avoir l'accès à des financements pour l'OFS, pour acquérir les fonciers, faire notre portage, financement pour nos ménages, pour qu'ils puissent eux-mêmes accéder à la propriété, à l'emprunt et à la propriété. Et une fois qu'on a travaillé sur ces sujets-là, après, c'est la question de peut-être par-delà la question du BRS, nous, on a aussi très défenseur d'une maîtrise d'ouvrage HLM. Et donc, on pense aussi que la question, c'est quels sont les freins au développement du BRS HLM tel qu'on l'a pensé à l'origine. Et donc là, c'est vraiment redonner toute sa place et sa valeur à cette maîtrise d'ouvrage-là et repenser les projets immobiliers en rendant possible cette intervention qui est au bénéfice de tous. Vous, de votre côté, Anne Mollet, SNL Prologue développe des logements pour des personnes en grande précarité, cette fois, grâce au modèle coopératif. Qu'est-ce que ce statut apporte de spécifique à votre action ?
Alors, plus que ce que ça apporte, c'était le seul modèle qui était en cohérence avec notre mouvement associatif. Parce que SNL Prologue, donc la foncière, qui est une foncière solidaire, a été créée en 1995, donc bien avant la mode des foncières solidaires que nous vivons aujourd'hui, et a été créée par un mouvement citoyen. Donc Solidarité Nouvelle pour le logement existe depuis 1988 et sa vocation, c'est de loger et accompagner des ménages en situation de grande précarité. Nous sommes on est au congrès HLM, donc on peut le dire, nous sommes à 100% de PLAI et de PLAI adaptés. Voilà, donc ce qui est assez spécifique. Et quand les associations, donc SNL, ont dû créer un outil pour porter les logements, eh bien, le seul qui était vraiment aligné avec ce mouvement associatif, c'était la coopérative. C'est pour ça qu'on a créé une coopérative, parce qu'on forcément, avec notre attachement à un fonctionnement démocratique qui est garanti par le statut coopératif, mais aussi l'indépendance. Voilà. Et puis, quand on est un acteur de la solidarité, de la transition juste, travailler sur la répartition équitable des richesses, c'est fait partie de notre ADN. Et donc, vous mobilisez à la fois des associations locales, c'est ça, des collectivités, des investisseurs solidaires. Comment on réussit à concilier des attentes parfois différentes de toutes ces parts-là ? Par le projet, par le sens donné à ce projet citoyen, donc de faire reculer concrètement le mal logement. Et on se retrouve par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, 98% de notre parc est issu de la transformation, de la transformation du parc existant, donc vacant, passoires thermiques. Donc, ce sont des logements qui existent déjà, et on intervient sur des toute petite volumétrie, c'est-à-dire qu'on intervient sur 1, 2, 3 logements dans des copropriétés ou dans des petits collectifs. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est du logement très social, accompagné, et qui assure une grande mixité sociale. Donc, par définition, les collectivités sont plutôt sensibles à ça. Plus de 50% des logements que nous sommes en train de développer sont situés dans les communes carencées et déficitaires. Parce qu'on est une bonne réponse. Voilà. Donc c'est à dose homéopathique, mais on travaille dans la dentelle. Autre spécificité aussi, c'est que qui va chercher les logements sur les territoires ? L'ancrage territorial, ce sont nos bénévoles. Et donc quand vous avez un citoyen qui vient voir un élu en lui disant « on veut développer du logement d'insertion », dans notre commune, ce n'est pas la même chose que quand c'est un acteur économique qui arrive. Et troisième point, pour les investisseurs institutionnels dans le cadre de l'épargne salariale solidaire, là aussi, c'est une obligation, c'est une obligation, mais surtout, tous nos investisseurs nous disent nous sommes partenaires, nous ne sommes pas financeurs, nous sommes partenaires de votre projet. Et ça change complètement la donne. Forcément, le rendement est moins intéressant que bien des placements, mais en tout cas, c'est encore la vocation, l'objectif mené qui prévaut. Et puis, les investisseurs particuliers aussi, dans le cadre de l'épargne solidaire, qui viennent pour notre projet. Voilà, donc c'est vrai que c'était hier, j'ai noté parce que je trouvais ça intéressant, dans la séance d'ouverture, la directrice générale du pôle société d'Ipsos relevait que les mots qui suscitaient le plus de connotations positives auprès des citoyens sont la solidarité et la proximité, et que les Français sont en attachement particulièrement fort à l'équité et la justice sociale. Donc en tant que coopérative, tous ici présents, on a un vrai rôle à jouer dans l'apaisement de notre société, et dans le fait de la reprise de confiance des citoyens vis-à-vis des organisations telles que les nôtres. Vous pouvez réagir, parce que je pense qu'on est tous d'accord. Oui, dites, mais prenez le micro, Madame. Je peux peut-être insister, Anne, sur le fait que l'existence de collèges dans la gestion des coopératives permet qu'il y ait la reconnaissance de cette diversité des acteurs, et pas l'un qui finit par dominer l'autre parce qu'il est le plus gros financeur, etc. On est vraiment dans une logique de gouvernance, de gouvernance démocratique. Voilà, ça c'est ce que vient très bien de dire Marie-Noëlle. Justement, Madame Lindemann, vous présidez une fédération qui regroupe plus de 160 coopératives HLM donc, à travers la France. Quel rôle spécifique les coopératives jouent aujourd'hui dans ce paysage du logement social ?
Alors d'abord, je voudrais dire quelques mots sur le modèle coopératif en général. Tu as parlé de bouée, c'était notre bouée de sauvetage. Eh bien, on pourrait dire, franchement, être coopérateur par bouée de sauvetage, eh bien, il faut en être fier. Parce que dans ces grandes périodes de crise, il faut bien dire que dans tous les domaines économiques et sociaux, les coopératives sont un modèle résilient et un modèle qui permette, dans bien des cas, de sauver des entreprises, des activités et des services auprès de nos concitoyens. Le cas le plus emblématique récent, c'est Duralex. Eh ben, il faut absolument qu'on soit en situation d'être des bouées de sauvetage. Mais on n'est pas que la bouée de sauvetage à l'instant T. On doit, à partir de ce moment où on voit l'intérêt de ce modèle, d'en faire vivre concrètement les forces, les valeurs et les exigences. Et de ce point de vue, je prends l'exemple des anciens offices de l'Île-de-France qui sont transformés en coopératives. Moi, j'ai vu progressivement leur attachement à aussi faire passer le message et les pratiques un peu nouvelles pour mieux associer les habitants, pour travailler dans cet esprit coopératif de manière plus développée. D'ailleurs, je me rappelle que quand comme j'ai vu le collègue de Copivry qui était là, il y a eu on a fait voter les habitants du parc avec tout un travail d'explication, et notamment la proximité. Parce qu'on est dans un monde, et le monde HLM comme le monde économique français n'y coupe pas, où le grand modèle, c'est la grosse structure, bien centralisée, avec des flux financiers qui échappent parfois à la compréhension des citoyens, voire même des élus, sous prétexte d'optimalisation des finances et des méthodes publiques, et qui finit par faire triompher quand même la logique financière sur la logique de la qualité de service, de l'implication des gens et de la réponse aux gens. Et donc nous, dans ce modèle global, j'allais dire, on est à la fois des résistants et en même temps on n'est pas dans la crispation, parce que nous on sait que notre modèle il marche, il se développe. Donc on résiste à cette tentation. Et moi je dis toujours, je défends la biodiversité dans le monde HLM. Oui, il n'y a pas besoin que des très gros, il y a besoin de moyens, il y a besoin de petits agiles, il y a besoin d'accession, il y a besoin de locatifs, il y a besoin de structures mixtes. Il faut arrêter ce pseudo-rationalisme qui finit par nous assécher. La deuxième chose que je veux dire, c'est que nos coopératives HLM, qui ont vu des mutations, n'étaient plutôt accession à l'origine. C'était aussi lié au pouvoir public qui nous interdisait d'être locatifs pendant toute une période de notre existence, alors que beaucoup de structures locatives sont nées à l'origine de coopératives qui, comme elles n'avaient plus le droit de faire du locatif, ont fait des sociétés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souvent été à l'initiative de, entre guillemets, produits, de solutions qui après ont été un peu généralisés dans le mouvement, voire au-delà, et dont évidemment plus personne ne se rappelle que c'est né des coopératives. C'est pas tellement important de dire on est à l'origine, mais c'est qu'il faut bien se rendre que c'est la nature même de nos valeurs qui nous a amenés à promouvoir plutôt certaines solutions que d'autres. Oui. Quand on fait la sécurisation HLM pour l'accession à la propriété, c'est qu'on croit à la mutualisation des risques. C'est qu'on pense que quand une personne devient accédante, c'est pas seulement l'assurance qui va payer individuellement, qui va l'assurer devant les risques de chômage, de divorce, qui vont le faire arrêter son accession. C'est qu'on veut produire une mutualisation en garantissant par notre coopérative que les personnes seront relogées, ne perdront pas de la valeur, etc. Ça n'est pas le même sens que l'assurance individuelle. C'est promouvoir l'idée d'une mutualisation collective. Quand on fait le BRS, outre le fait que ce sont nos collègues des coopératives du nord de l'Europe, de la Belgique et même aux États-Unis qui avaient fait les Community Land Trust, qui était déjà un principe communautaire, quand on a commencé à le promouvoir en France, et il y a eu des communes qui se sont tout de suite intéressées, Madame Duflot et Emma Cosmidis nous ont soutenus, ça avait du sens par rapport à notre modèle coopératif. C'est que la propriété individuelle, on peut être autonome dans sa propriété, tout en ayant une mutualisation dans la durée,
du foncier. Et alors, outre tout ce que tu as dit, Cécile, qui est tout à fait important. Donc, je dis ça parce que il ne faut pas croire que dans les sociétés, les réponses techniques qu'on apporte aux choses ne sont pas adossées aux projets de société. Quand on est dans une hyper-individualisation, comme aujourd'hui, eh ben, toutes les solutions hyper-individualisées ne font qu'accroître la distension qui a lieu dans nos sociétés. Anne Mollet, je crois que vous vouliez réagir à un moment donné. Oui, un terme qui me paraît essentiel aussi quand on parle de coopérative, c'est justement la coopération. Et on voit qu'on peut travailler ensemble pour inventer de nouveaux modèles pour résoudre des problématiques liées au logement, entre autres, parce que c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Par exemple, la foncière SNL est une foncière en architecture ouverte. C'est-à-dire que des associations qui souhaiteraient développer des projets de pension de famille, de logement inclusif, etc., peuvent venir nous voir la foncière, et nous, on peut porter les logements. Ils deviennent coopérateurs. Donc, on n'est pas au sein du réseau associatif SNL. On a des coopérateurs autres, voilà, qui font notamment du logement pour des personnes en situation de handicap, etc., et qui deviennent coopérateurs. Et tout à l'heure, on présentait notre projet innovant, pour le coup, parce que les COP sont aussi très innovants. Mais c'est ça. Voilà. Et projet innovant de la première foncière solidaire, en partenariat avec une métropole, la métropole de Lyon, un mouvement citoyen, donc SNL, et des acteurs locaux, donc que ce soit des organismes HLM, des HLM et des associations. Et le premier HLM à être venu nous voir et à rentrer dans le dispositif en tant que futur coopérateur, c'est Ronson Habitat, qui est une coopérative. Donc on voit qu'on peut créer oui, ça s'appelle la foncière logement d'abord, donc sur la métropole de Lyon, dont le but est de récupérer des logements vacants, de les transformer justement en logements dignes et économes en énergie pour loger les plus précaires. Voilà. Et donc là, tout le monde, c'est un projet partenarial entre vraiment les citoyens, les acteurs économiques, les acteurs publics, et c'est comme ça qu'on arrivera à transformer les choses. Alors je voulais dire justement par rapport à ça, c'est que nous aussi, au COP HLM, on se veut très ouvert à la coopération avec d'autres, notamment quand on a vu fleurir l'habitat participatif, qui est souvent né à l'origine hors de nos coopératives HLM. Et bien très vite, on s'est rendu compte qu'une partie de ces projets nés des citoyens avait besoin d'un accompagnement technique, je veux dire, et financier, monter les opérations, être viable en termes de financement et de réalisation architecturale, des lois, etc. Et on a beaucoup travaillé, et nos COP HLM sont extrêmement impliqués, et souvent pas seuls, dans des projets d'habitat participatif. Alors il y a des COP comme le COL qui sont devenus des grands spécialistes de l'habitat participatif et qui ont modifié leurs propres pratiques au regard de cela. Je voudrais insister sur les collectivités locales, parce que on pourrait dire on n'est pas les seuls à défendre le modèle HLM, qui est quand même pas un modèle prédateur des logements. Néanmoins, d'abord nous, on est très faiblement rémunérés ou quasiment pas rémunérés pour notre capital, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je ne vais pas suivre mon regard. Mais par ailleurs, on pourrait dire, mais les offices, bon, les offices ont leur force. C'est quand même un outil. Moi, je défends aussi les offices. Simplement, l'intérêt de la SIC, la société coopérative, c'est qu'on peut mêler plusieurs collectivités locales. Un office a sa collectivité de référence. Je prends l'exemple de nos amis du Jura, qui ne sont pas du tout du même bord que nos collègues de Gennevilliers. Nos amis du Jura, ils ont transformé leur office départemental, ils avaient une petite coop, etc., en coopérative. Et là, ils vont même passer en SIC. Pourquoi ? Parce que nos collègues du Jura, ils nous expliquent que s'il n'y a que le Conseil général qui s'intéresse au logement, si les agglos du coin, si les maires des villes rurales qui disent toujours personne ne veut venir chez nous pour faire du logement, ils se sentent abandonnés ou ils se sentent incapables de pouvoir. C'est pas des immenses agglos. Hein, En clair, paradoxalement, plus les collectivités sont pauvres,
plus le risque pour elle, ou petite, c'est d'être totalement dépendant du gros ou du riche. Ouais. Et l'avantage de notre système SIC, c'est qu'elle permet à des collectivités de toute taille, ou de taille moyenne peut-être, de se regrouper et d'être pris en compte dans le projet de la coopérative. Et moi, je défends beaucoup cela, parce que je vois bien que le logement, c'est de plus en plus coûteux, c'est de plus en plus complexe, c'est pas forcément très populaire du point de vue électoral dans les temps qui courent. Et donc, si on n'a pas un outil qui mutualise les capacités d'avoir des réponses en dentelle à la diversité de nos collectivités locales pour en faire une cause partagée dans l'ensemble du pays, on ne résoudra pas la crise du logement. Belle conclusion, Madame Lindemann. Merci beaucoup à toutes les quatre. Et je rappelle que donc 2025, c'est l'année internationale des coopératives. C'est l'ONU qui l'a dit. Merci beaucoup. Autour de vous, parce que j'ai encore rencontré tout à l'heure notre amie Sophie Binet, pourtant une femme bien informée, et je lui dis c'est l'année internationale des coopératives. Ah ben j'étais complètement passée à côté, elle me dit. Et je pense honnêtement qu'elle est totalement honnête et qu'elle n'est pas la seule. Bon, alors, il faut le faire, qu'on se le dise et qu'on se rappelle. Merci encore. Et puis, bah, écoutez, bon déjeuner. À tout à l'heure, à 14h. Merci.